Le week-end a été difficile en Israël, avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. Les forces de défense israéliennes ont bombardé un dépôt d'armes du Hamas dans la banlieue de Damas, en Syrie, tandis que des agents du Hezbollah ont été éliminés au Liban, où l'on a appris que 6 personnes avaient été tuées et 2 blessées lors d'une attaque de drone près de la frontière syrienne. La scène politique libanaise a également connu quelques bonnes et mauvaises nouvelles. Pour la première fois depuis très longtemps, la formation d'une nouvelle coalition gouvernementale a été annoncée. Le nouveau Premier ministre, Nawaf Salam, a promis de mener des réformes. Mais malgré les efforts de tous et la pression des États-Unis, le Hezbollah a réussi à s'inclure dans la coalition. Un peu plus au sud, les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police ont mené une opération nocturne de lutte contre le terrorisme dans la ville de Naplouse, dans la région de Samarie. Pendant ce temps, Israël a de nouveau reçu 3 otages libérés, mais cette fois, la joie que nous avons eue à les voir s'est mêlée à l'horreur de leur apparence qui montrait clairement qu'ils avaient survécu à des conditions infernales. La libération s'est également accompagnée d'un spectacle choquant qui a finalement provoqué une réaction, même de la part de la Croix-Rouge. Les 3 otages libérés samedi, Or, Eli et Ohad, ont été libérés en mauvaise santé après 491 jours de captivité. Ils souffraient de malnutrition sévère, de lésions musculaires internes et d'une isolation totale, ignorant les tragédies qui ont frappé leur famille lors du massacre du 7 octobre 2023. Les réponses sont venues rapidement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de l'administration du président des États-Unis Donald Trump, Netanyahou déclarant « Nous ferons tout pour ramener tous les otages, mais le Hamas ne restera pas là ». Quant au porte-parole de l'administration, il a déclaré « Nous ne nous arrêterons pas tant que tout le monde ne sera pas rentré ». En parlant de retour, alors que les otages de samedi étaient libérés, le Hamas les a exhibés devant les caméras et a même fait quelques tentatives de torture psychologique de dernière minute. L'un des porte-paroles du Hamas a demandé à Eli Sharabi, l'un des otages, de partager ses sentiments alors qu'il se tenait sur la scène du Hamas, entouré de terroristes lourdement armés et masqués. Sharabi a déclaré qu'il s'attendait à retrouver sa femme et ses enfants. Ce n'est qu'à l'hôpital que Sharabi a appris que sa femme et ses enfants avaient été assassinés par le Hamas le 7 octobre. Ces scènes ne torturaient pas seulement les otages, mais le public israélien tout entier souffrait avec eux. Les railleries et l'apparence choquante de ces otages rappellent les pires chapitres de l'histoire juive et nous font revivre nos pires cauchemars. Dans le monde entier, l'indignation est également palpable. Des articles parus sur le portail d'information britannique Telegraph parlent d'un dernier supplice lors de la cérémonie de libération. Dans le monde entier, personne ne peut avaler le manque d'humanité du Hamas. Tout cela soulève la question de savoir quelles sont les options d'Israël après ce spectacle d'horreur et ce que la délégation qui s'apprête à partir pour Doha, au Qatar, cette semaine, prévoit de faire concernant la phase B de l'accord. Entre-temps, malgré l'opposition internationale, les forces de défense israéliennes préparent un plan de transfert des habitants de Gaza à travers Israël vers les pays voisins, conformément à un plan dont le président Donald Trump a parlé la semaine dernière. Cependant, à l'intérieur de la bande de Gaza, les choses changent rapidement. L'ordre a été donné et pour la première fois depuis sa capture, Tsahal se retirera complètement du corridor de Netzarim. C'est ce que prévoit l'accord. Cependant, Tsahal n'a pas réagi à l'achèvement du retrait, pas plus que l'échelon politique, qui menace également d'une contre-réponse au spectacle d'horreur du Hamas. Dans le même temps, Tsahal se prépare à empêcher les célébrations lors de la libération des terroristes palestiniens des prisons israéliennes. Pendant ce temps, de l'autre côté du Moyen-Orient, un sommet du mal s'est tenu à Téhéran au moment même où le monde regardait le spectacle choquant de la bande de Gaza. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rencontré de hauts responsables du Hamas et les a félicités pour leur soi-disant victoire sur les États-Unis et Israël, ajoutant que la victoire de la Palestine est une question centrale pour nous. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails.
Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 492e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, toutes les milices chiites en Irak et les groupes armés palestiniens en Judée et en Samarie qui agissent tous sous le contrôle du corps des gardiens de la révolution en Iran qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement, si ce n'est déjà fait, afin de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. L'armée de l'air israélienne a lancé samedi des frappes sur des cibles terroristes dans 2 endroits, l'un dans le sud du Liban et l'autre dans le sud de la Syrie. Selon l'unité du porte-parole de l'armée israélienne, les frappes ont été menées sous la direction des services de renseignement et visaient à frapper l'infrastructure terroriste du Hezbollah et du Hamas. Tsahal a déclaré que des agents du Hezbollah ont été observés sur un site utilisé pour la production et le stockage des armes stratégiques de l'organisation dans la vallée de la Bekaa, dans cette région du sud Liban. Il s'agit d'une violation de l'accord de cessez-le-feu et la décision a donc été prise de les frapper. La déclaration de Tsahal souligne qu'elles continueront à agir pour éliminer de telles menaces. Cette annonce est intervenue peu après une déclaration selon laquelle des avions de combat avaient attaqué un dépôt d'armes dans la région de Deir Eli, dans le sud de la Syrie. Cette région appartient à l'organisation terroriste du Hamas. Selon Tsahal, les armes stockées dans ce dépôt étaient destinées à être utilisées dans des attaques contre les forces de Tsahal. Dans le communiqué de Tsahal, il a été noté que l'organisation terroriste palestinienne, principalement le Hamas, opère sur le territoire syrien sous le parrainage et les conseils de l'Iran afin de renforcer sa puissance. Il a également été souligné que Tsahal continuera d'agir contre les tentatives d'enracinement et de renforcement des organisations terroristes où qu'elles opèrent afin de préserver la sécurité de l'État d'Israël. En ce qui concerne la sécurité d'Israël, les forces de Tsahal, le Shin Bet et la police israélienne ont opéré pendant la nuit de vendredi à samedi dans la ville de Naplouse dans le cadre d'une activité de lutte contre le terrorisme. Au cours de l'opération, les forces ont localisé des engins explosifs dans un bâtiment suspect et les ont détruits. L'opération a été menée dans la zone de la brigade Samaria dans le cadre des efforts de sécurité en cours dans la région. Cette opération fait partie d'une série d'opérations menées par les forces de sécurité dans la région de Judée-Samarie ces derniers temps. Dans le cadre de cette activité, un individu recherché a été arrêté et des armes ont été confisquées. Il n'y a pas eu de victimes parmi les forces de sécurité. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de ce qui se passe dans l'arène militaire, car Tsahal ne se repose jamais un instant et nous défend jour et nuit. Notre prochain sujet a fait chavirer les cœurs dans le monde entier. Plongeons dans le spectacle intimidant des ignobles terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Le drame a commencé vendredi soir dernier, lorsque le Hamas a retardé la remise de la liste des otages qui seront libérés le lendemain. Mais dès les premières heures de la matinée, les préparatifs de la libération des otages Ohad Ben-Ami, Eli Sherabi et Or Levi ont commencé dans la bande de Gaza. Comme pour les libérations précédentes, le Hamas a installé une scène à Deir el-Balash, dans le centre de Gaza, qui servirait à photographier les otages. Sur la scène, un panneau indiquant la victoire finale a été accroché, ainsi qu'une photo du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui se trouve actuellement aux États-Unis dans le cadre de sa visite à la Maison-Blanche. Il a également été écrit sur la scène de libération « Nous sommes le jour d'après » dans un message direct qui semble viser le président américain Donald Trump à la suite des déclarations sur le plan d'évacuation des résidents de la bande de Gaza. Au cours de la cérémonie de libération des otages, les terroristes du Hamas les ont forcés à s'adresser à la foule et aux caméras en leur posant des questions moqueuses afin d'obtenir une réponse qui ferait apparaître les otages comme effrayés et désorientés. D'autres images provenant de la bande de Gaza montrent un autre terroriste portant une arme israélienne qui, selon le Hamas, a été volé lors des combats du 7 octobre. Quoi qu'il en soit, la libération d'Ohad Ben-Ami, d'Eli Sherabi et d'Or Levi marque un tournant douloureux dans notre compréhension des libérations d'otages. Si jusqu'à présent nous avions vu des otages rentrer chez eux dans un état physique tolérable, aujourd'hui il est clair pour tout le monde que dorénavant, l'état des futures libérations ne sera que plus sévère.
Il est fort probable que les otages que nous recevrons à l'avenir arriveront avec des séquelles physiques et psychologiques graves et complexes, et l'on sait que certains d'entre eux ne reviendront plus en vie. Les otages reviennent maintenant du royaume des morts. Les images horribles du Hamas lors de la libération des otages dans la bande de Gaza et les images dures d'Or Lévi, Ohad Ben Ami et Eli Sherabi après 491 jours de captivité nous retournent l'estomac, mais les réponses possibles d'Israël sont limitées. La réduction de l'aide humanitaire est une option, mais cela constituerait une violation de l'accord, tout comme le fait de retarder la libération des prisonniers palestiniens. Bien sûr, il est également possible de mettre fin à l'accord de cessez-le-feu, mais il est difficile de croire qu'Israël voudrait faire une telle chose alors qu'il peut encore libérer les otages. En effet, Israël n'a pas d'influence significative pour le moment et malgré son désir de répondre sévèrement à l'utilisation cynique des otages par le Hamas pendant la période de libération, il n'a pas la capacité de faire grand-chose pour le moment et aussi en raison du désir de libérer autant d'otages que possible, peut-être même plus que les 33 de la phase A. Israël ne devrait pas enfreindre les règles, mais la colère contre le Hamas prépare le terrain pour une reprise des combats à la fin de la phase A s'il ne la prolonge pas. Vers la soirée, une source politique a déclaré qu'à l'issue de la phase de libération, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a présenté une délégation de négociation qui sera envoyée à Doha, au Qatar, afin de discuter des détails techniques de l'accord avec les médiateurs qui discutent également avec le Hamas. La source a déclaré que lorsque cette délégation reviendra en Israël et rendra compte de ce qui s'est passé, Netanyahou convoquera une réunion du cabinet de sécurité politique concernant les négociations sur la deuxième phase de l'accord. Dans le même ordre d'idées, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Mike Waltz, a promis samedi soir que l'administration Trump continuerait à œuvrer pour la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas et que le président Trump était déterminé dans sa mission et ne s'arrêterait pas tant que nous n'aurions pas ramené tous les otages à la maison. Entre-temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également abordé la question de la condition des otages libérés samedi en déclarant « Une fois de plus, nous avons vu ce que sont les monstres du Hamas. Ce sont les mêmes monstres qui ont massacré nos civils et maltraité nos otages, et je leur répète que leur sang est sur leur tête. » J'ai quelque chose à dire à tous ceux qui ont défilé dans les rues, sur les campus universitaires et ailleurs, pour soutenir le Hamas et contre Israël au cours des 16 derniers mois. Regardez ces photos et réfléchissez au nombre de fois où vous avez parlé de la faim dans la bande de Gaza. Qui, sur ces photos, a l'air affamé? Qui a l'air mal nourri? Les terroristes? Les habitants de Gaza? Non, nos otages, seulement eux. Ils ressemblent à des survivants de l'Holocauste, tandis que les terroristes du Hamas qui se tiennent à côté d'eux n'ont pas l'air d'avoir sauté un repas récemment. En outre, pensez à ce que nous venons de voir et à la cruauté des terroristes du Hamas qui n'ont pas pu résister à la tentation d'infliger une dernière torture psychologique à ces otages quelques instants avant de les remettre à la Croix-Rouge. L'un des porte-paroles du Hamas a demandé à Eli Sherabi de lui faire part de ses sentiments. Sherabi a répondu qu'il espérait retrouver sa femme et ses enfants. Ce n'est qu'à l'hôpital que Sherabi a appris que sa femme et ses enfants avaient été assassinés dans leur maison de Be'eri, dans un kibboutz en Israël. Le terroriste qui a posé cette question à Sherabi le savait probablement et voulait simplement blesser ce pauvre homme une dernière fois pendant qu'il le pouvait encore. Selon les responsables du kibboutz Be'eri, Eli passe d'une réalité impossible en captivité à une réalité très difficile en Israël. Une réalité dans laquelle les personnes qui lui sont le plus chères ne sont plus en vie. Le 7 octobre, Eli a perdu ses filles Noya, âgée de 16 ans, et Yahal, âgée de 13 ans, ainsi que sa femme Liane, âgée de 48 ans, qui ont été assassinés dans leur maison du kibboutz Be'eri lors du terrible massacre. Son frère Yossi Sherabi a été assassiné en captivité et son corps est toujours détenu dans la bande de Gaza. Nous les serrerons dans nos bras et leur apporterons le meilleur soutien possible. Je pense parler au nom de tous les Israéliens et de toutes les personnes honnêtes du monde entier en disant que cette démonstration de cruauté barbare ne peut rester sans réponse. Le Hamas a été gravement endommagé, mais il est toujours debout
et on ne peut pas permettre que cela continue. Ils doivent être réglés et je crois qu'ils le seront. Cela commence déjà à se produire puisque l'agence de presse Bloomberg a rapporté qu'Israël avait identifié un aéroport et un port maritime comme point de sortie potentiel pour les Palestiniens de la bande de Gaza détruite. Cela se fait conformément à un projet de plan présenté au ministre de la Défense Israel Katz concernant la mise en œuvre de la proposition du président américain Donald Trump la semaine dernière. Les idées préliminaires ont été présentées au ministre Katz lors d'un briefing militaire jeudi, selon un fonctionnaire israélien familier des discussions qui s'est entretenu avec Bloomberg. Katz a ordonné à l'armée d'établir une feuille de route pour la proposition de Trump, malgré l'incertitude quant à sa capacité à obtenir le soutien international nécessaire ou quant à l'endroit où les habitants de Gaza seraient disposés à se rendre ou seraient en mesure de le faire. Entre-temps, à la surprise générale, la proposition de déplacer plus de 2 millions d'habitants de Gaza pour faire de la place à la reconstruction menée par les États-Unis a été rapidement rejetée par les entités palestiniennes et moyen-orientales, ainsi que par plusieurs gouvernements occidentaux. Malgré ces obstacles potentiels, Israël prend des mesures pour se préparer à l'éventualité que le plan aille de l'avant, et Tsahal est en train de déterminer lequel des 5 points de passage frontaliers entre Gaza et Israël permettrait aux Palestiniens de sortir en toute sécurité après avoir été soumis à des contrôles de sécurité. Selon ce plan, les habitants de Gaza seraient transportés par bus à l'aéroport Ramon, d'où Israël a déjà transporté un petit nombre de blessés palestiniens de Gaza pour les faire soigner à l'étranger ou au port d'Ashdod. Alors que les terroristes du Hamas donnaient un spectacle diabolique de la libération des otages israéliens, les gros bonnets du Hamas donnaient un autre spectacle à Téhéran, la capitale de l'Iran. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a reçu samedi matin plusieurs responsables du Hamas, dont le chef de l'organisation terroriste, Khalil al-Hayya. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet homme, je ne vous en veux pas. Il peut être très difficile de suivre l'évolution des dirigeants du Hamas, car ils sont nommés et quittent la scène très rapidement ces jours-ci. Quoi qu'il en soit, le chef du conseil de la Choura du Hamas, Mohammad Ismail Darwish, et un haut responsable de l'organisation, Nizar Odallah, qui sont membres du conseil de défense formé au sein du Hamas après l'élimination de Yehia Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, ont également assisté à la réunion. Khamenei a déclaré aux responsables qui l'ont rencontré que les menaces américaines n'ont aucun effet sur l'Iran et ses hauts responsables. La question palestinienne est centrale pour nous, tout comme la victoire de la Palestine. Il est du devoir de l'ensemble du monde islamique aujourd'hui et de tous les partisans de la résistance d'aider les habitants de Gaza et d'alléger leurs souffrances. En outre, selon l'agence de presse iranienne Fars, Khamenei a déclaré « Un jour viendra où vous aurez résolu la question de Jérusalem pour le monde islamique ». D'autres médias iraniens ont rapporté que la délégation du Hamas a répondu qu'elle appréciait le soutien continu de l'Iran et du peuple iranien. Il est important de rappeler que cette semaine, le président des États-Unis, Donald Trump, a signé un renouvellement de la campagne de politique de pression maximale contre l'Iran. Cela signifie le retour de la lourde politique de sanctions qu'il avait imposée lors de son premier mandat à la République islamique. Trump a déclaré que l'Iran est trop proche de l'arme nucléaire, avertissant que si Téhéran décide de l'assassiner en réponse, l'Iran sera détruit. Il a précisé qu'il avait laissé des instructions sur ce qu'il conviendrait de faire si Téhéran l'assassinait effectivement. Avant la signature de Trump, un fonctionnaire américain a déclaré l'objectif est d'empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires et de lutter contre son influence malveillante. Les sanctions visent également à réduire à zéro les exportations de pétrole. Avant de poursuivre, je voudrais vous demander de cliquer à nouveau sur ce bouton d'abonnement afin que vous restiez toujours au courant des événements en Israël. Vous pouvez nous aider financièrement en faisant un don sur notre site tbnfr.org ou bien en cliquant « Faire un don » sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Pour en revenir à la situation à Gaza, la libération de ces otages israéliens s'est bien sûr accompagnée de la libération de prisonniers de sécurité palestiniens des prisons israéliennes. Ces prisonniers ont reçu un cadeau de l'administration pénitentiaire israélienne à leur libération.
Il s'agissait d'un bracelet sur lequel était écrit un psaume en arabe « La nation éternelle n'oublie pas, je poursuivrai mes ennemis et je les atteindrai ». Des panneaux portant des inscriptions familières ont été accrochés à l'extérieur des prisons israéliennes. Une source de l'autorité palestinienne chargée des affaires des prisonniers a réagi à cette initiative. Il s'agit d'un acte de provocation, mais au-delà, cela ne change rien. Tous les prisonniers ont retiré les uniformes de l'IPS, y compris le bracelet. La Croix-Rouge a critiqué cette mesure, mais dimanche, elle a finalement publié une déclaration selon laquelle le Hamas devait libérer les otages dans la dignité et en privé et renoncer à tout le drame et à toutes les absurdités qui avaient accompagné la libération des otages jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, 183 terroristes ont été libérés par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire israélienne, dont 18 condamnés à perpétuité pour avoir mené des activités terroristes contre des Israéliens. Parmi les personnes libérées figurent également 111 prisonniers arrêtés lors de l'opération Épée de fer. Dans cette liste, il est difficile d'ignorer les grandes figures du terrorisme, notamment Hatem El-Jouyoussi, considéré comme l'un des fondateurs de la Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa, une organisation terroriste active en Judée et en Samarie, qui a été condamné à 6 peines de prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable du meurtre de 6 Israéliens lors de la deuxième Intifada, le soulèvement terroriste. Shadi Barghouti, condamné à 27 ans de prison pour son implication dans des attaques terroristes, fait également partie des dangereux prisonniers qui ont été libérés ce matin, tout comme son père, Fakhri Barghouti, qui a également participé à l'assassinat d'Israéliens. Ici, à TBN francophone, nous vous tiendrons au courant de tous les développements, alors continuez à nous suivre et à nous soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner. Passons maintenant au secteur du Liban. Des développements remarquables ont eu lieu au cours du week-end. Après plus de 2 ans de transition temporaire, un nouveau cabinet a été formé alors que l'Occident, États-Unis et Israël en tête, exigeaient le retrait du Hezbollah du cabinet libanais. Le nouveau gouvernement, dirigé par l'ancien juge international Nawaf Salam, a décidé d'intégrer l'organisation et de l'ancrer plus profondément au Liban. 5 portefeuilles ministériels ont été attribués au Hezbollah et à Amal, ignorant de manière flagrante la pression internationale. Salam a juré de promouvoir les réformes économiques, mais a également insisté sur la demande de retrait d'Israël du territoire libanais. Le président Joseph Aoun a approuvé la nomination de 24 ministres, dont un ancien ministre identifié à un parti opposé au Hezbollah, mais les décideurs sont restés coincés dans une réalité régionale instable et dangereuse, renforçant l'isolement du Liban. Par ailleurs, au cours du week-end, les forces loyales au nouveau régime syrien ont affronté les forces du Hezbollah alors qu'elles tentaient de récupérer des armes et des munitions stockées dans un entrepôt à l'intérieur du territoire syrien, près de la frontière. Les forces syriennes ont poursuivi les forces du Hezbollah en territoire libanais et leur ont infligé de lourdes pertes. Il pourrait s'agir du début d'un nouveau conflit. Et ici, à TBN francophone, nous garderons l'œil ouvert et vous ferons savoir ce qui se passe en temps réel. Nous continuerons également à vous tenir informés de l'état des otages israéliens retenus à Gaza et du drame qui entoure leur libération. Je vous demande de prier pour les otages qui reviennent, car la libération d'Eli Charabi, d'Ohad Ben-Ami et d'Or Lévi samedi a révélé l'état de santé très grave dans lequel se trouvent les otages restants. L'un des experts impliqués dans leur traitement a expliqué qu'il y a des dommages invisibles résultant d'une mauvaise alimentation. Un processus de dégradation des muscles internes a commencé chez les otages, depuis le muscle cardiaque jusqu'aux muscles intestinaux, en passant par les muscles des côtes responsables de la respiration. Il en résulte des lésions multisystémiques dont la réhabilitation est complexe et de longue haleine. Je vous demande de continuer à diffuser la vérité et surtout de continuer à prier quotidiennement. Priez pour le reste de nos otages détenus par le Hamas et continuez à prier pour les soldats de Tsahal, où qu'ils se trouvent, qu'ils se battent dans la bande de Gaza, au Liban, en Syrie, en Judée et en Samarie, ils ont besoin de vos prières. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire est de continuer à prier pour la paix à Jérusalem. Et ensemble, nous gagnerons cette guerre parce que Dieu est de notre côté.